Devant le grand justicier suprême, les mains moites, j'avais l'impression que le sol allait s'ouvrir sous mes pieds. La salle de bal de l'Hôtel L'Aurore à Annecy était immense, opulente, mais chaque détail, des lustres scintillants aux boiseries sombres, me semblait froid, accusateur. Mes jambes tremblaient, pas de peur pure, mais d'une fatigue lancinante et d'une tension accumulée qui me tordait les boyaux. Marc, l'alpha-roi de la couronne d'obsidienne, était à mes côtés, sa présence une montagne rassurante dans cette tempête judiciaire. Mais même sa force ne pouvait apaiser la nausée qui me montait à la gorge. Comment j'en étais arrivé là? Une simple infirmière, Marie Dubois, debout devant le plus haut tribunal de notre monde, accusée d'enlèvement, de vol, de trahison. C'était complètement fou, une blague cruelle du destin. Il faut que je raconte ça depuis le début, non pas le vrai début, mais celui où tout a basculé. C'était une nuit glaciale, le 24 décembre, quelques semaines plus tôt. La neige tombait sans discontinuer sur les étendues sauvages des Alpes du Nord, le genre de tempête qui rendait l'air douloureux à respirer. Le reste de la meute de la rivière d'Argent dormait, ou du moins c'est ce que je croyais. Moi, je venais de boucler mon 14e jour de garde à l'infirmerie, aidant la bêta à mettre bas un petit chiot tout recroquevillé. Mon corps hurlait pour mon lit, mes muscles endoloris, et ma louve, une petite chose rousse et un peu trop timide, gémissait en arrière-plan de mon esprit, réclamant désespérément du sommeil. Mais le rapport hebdomadaire ne pouvait pas attendre. J'ai poussé la porte du bureau de Julien Lefebvre, notre alpha. Sans frapper, bien sûr. J'étais l'infirmière en chef, la matrone de meute, et, du moins à l'époque, j'étais sa compagne, celle avec qui il était supposé s'unir, celle avec qui il devait prendre les vœux le mois suivant. Julien, le budget pour l'unité néonatale est... Les mots se sont figés dans ma gorge. Ce que j'ai vu, ce n'était pas Julien penché sur des registres. Il était adossé à son grand bureau en acajou, ses lèvres violemment pressées contre celles de Sophie Marchand, la pisteuse en chef de la meute. Ses jambes à elle étaient enroulées autour de sa taille, ses ongles impeccables s'enfonçant dans sa veste en cuir. L'odeur m'a frappé une seconde plus tard, un mélange de musc, de trahison et de quelque chose d'encore plus aigu, le parfum insoutenable d'un lien brisé. Mon cœur s'est tordu dans ma poitrine, une douleur physique qui m'a coupé le souffle. Julien s'est détaché, mais il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air agacé. Il a lissé ses cheveux noirs, ses yeux d'ordinaire ambrés, étant désormais aussi froids que le pergélisol des cimes à l'extérieur. « Tu devrais vraiment frapper, Marie », a-t-il dit d'une voix neutre, comme si j'étais une étrangère. « Je suis ta compagne », ai-je murmuré, le presse-papier tremblant dans ma main, la voix à peine un filet d'air. Nous devions nous unir le mois prochain. Sophie, d'un sourire narquois, s'est glissée du bureau. Elle a ajusté son gilet de combat. Changement de programme. La meute a besoin de force, Marie. L'hiver sera rude. Julien a besoin d'une Luna qui sache chasser, se battre et engendrer de solides guerriers. Pas d'une simple infirmière glorifiée qui passe son temps à essuyer des nez morveux. Ces mots étaient des dards glacés. Julien a fait le tour du bureau, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. Il n'a pas tenté de me toucher. Je ne sentais aucune chaleur émaner de lui, seulement un froid glacial qui me rappelait les rumeurs qui couraient à son sujet. Les anciens et moi en avons discuté. Ta louve est trop soumise. Tu es une oméga par nature, Marie. J'ai besoin d'une femelle alpha. Il m'a arraché le presse-papier des mains, son contact si brusque que j'ai eu l'impression d'une brûlure. À partir de ce soir, notre lien est rompu. Tu es déchu de ton rang. Tu peux rester au sous-sol de la maison de meute, continuer à nettoyer l'infirmerie, mais Sophie est la Luna désormais. La douleur d'une rupture, d'un rejet, on la décrit souvent comme un cœur brisé. Pour moi, ça a été un coup physique à l'estomac. J'ai halleté, plié en deux,
ma louve hurlant d'agonie dans mon esprit. Mais aucun des deux n'a bougé pour m'aider. « Dégage », a ordonné Julien. « Et Marie, ne fais pas de scène, c'est pathétique. » Je me suis traîné hors du bureau, aveuglé par les larmes. Pas au sous-sol. L'instinct m'a conduite au seul endroit où je me sentais encore en sécurité, l'orphelinat et la pouponnière de la Meute, un bâtiment isolé en bordure du complexe, là où étaient gardées les choses indésirables. C'était un bâtiment en béton lugubre, plein de courants d'air et sous-financé. À l'intérieur, des rangées de berceaux et de lits de camp abritaient les plus vulnérables de la Meute. Mais cette nuit-là, l'atmosphère était différente. Elle était frénétique. Madame Fournier, la vieille gardienne humaine, fourrait des boîtes de lait maternisées dans un sac de sport. Elle a levé les yeux, son visage livide. « Marie, Dieu merci !» a-t-elle sifflé. « Tu as-tu entendu? Tu as entendu ce que ce monstre est en train de faire? » Julien m'a rejeté, ai-je marmonné, m'appuyant contre le cadre de la porte. La douleur était si intense que mes propres mots me semblaient irréels, lointains. « Non, pas ça !» est claqué la vieille fifime. Elle m'a tendu un morceau de papier. « Les coupes budgétaires, la purge d'hiver. » J'ai regardé le document. C'était un mémo signé par Julien et Sophie, daté du lendemain matin, au lever du soleil. Sujet: attribution des ressources. En raison de la sévérité prévue de l'hiver à venir et de la pénurie de gibier, le Conseil de la Meute a autorisé la terminaison des dépendants non essentiels, spécifiquement les rebuts de la pouponnière et les orphelins non réclamés de l'LB. Total des sujets, 19. J'ai lu et relu. Terminaison. Ils vont les abattre, Marie. Madame Fournier pleurait à chaudes larmes. 19 d'entre eux, des bébés, des tout petits, ceux avec des pattes tordues, ceux qui n'ont pas encore mué, ceux dont les parents sont morts en devant de l'argent à la Meute. Julien dit que ce sont des poids morts. J'ai regardé le berceau le plus proche. Un petit garçon de 3 ans, Lucas, y dormait paisiblement. Lucas boitait un peu et avait un sourire éclatant. À côté de lui, une paire de jumeaux, à peine 6 mois, trouvés abandonnés à la frontière. La douleur que le rejet de Julien avait gravée dans ma poitrine s'est évanouie, remplacée par une rage froide, brûlante. Ce salaud de Julien ne voulait pas seulement une nouvelle femme. Il voulait éliminer les faibles pour bâtir une meute esthétique, parfaite à ses yeux. « Où est la fourgonnette de transport ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. La douleur de mon cœur brisé était devenue un carburant. « Dans le garage, mais elle n'a plus d'essence », a sangloté Madame Fournier. « J'ai une réserve dans le cabanon », ai-je dit. J'ai attrapé un sac à dos tactique dans le casier d'urgence. Je n'étais pas une alpha, je n'étais pas une guerrière, j'étais une infirmière. Et les infirmières ne laissent pas leurs patients mourir. Préparez-les, ai-je ordonné, ma soumission d'oméga s'évaporant dans quelque chose de bien plus féroce. Habillez-les le plus chaudement possible, on va mettre des couches. Marie, où iras-tu? La vieille femme était paniquée. La tempête arrive, il fait moins 40 degrés. J'ai regardé par la fenêtre où les premiers flocons du blizzard s'écrasaient contre le verre. Nous allons aux terres perdues. Nous allons traverser la frontière vers la couronne d'obsidienne. Madame Fournier a haleté. Le roi Marc, il tue les intrus à vue. C'est un monstre. Mieux vaut le monstre que nous ne connaissons pas, ai-je dit, soulevant Lucas dans mes bras, que celui que nous connaissons. 40 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour charger 19 enfants dans la fourgonnette Ford Transit rouillée. C'était un cauchemar logistique. Le plus âgé avait 7 ans. Le plus jeune avait 3 semaines. J'ai travaillé avec une précision mécanique, sans penser, juste en agissant. J'ai pillé l'infirmerie pour des sédatifs légers, juste assez pour empêcher les bébés de pleurer et d'alerter les sentinelles. J'ai volé toutes les couvertures, tous les packs chauffants et chaque boîte de lait en poudre. J'ai regardé Madame Fournier. Tu ne peux pas venir, tu es humaine. Tu ne survivras pas au froid si la camionnette nous lâche. Je ne te laisserai pas partir seule, a rétorqué la vieille femme.
J'ai besoin de toi ici pour les retarder, ai-je dit, serrant son épaule. Dis-leur que je suis allé vers le sud. Dis-leur que j'ai fait une crise de nerfs après le rejet et que j'ai volé la fourgonnette. Même pour moi, Martha. D'un signe de tête larmoyant, Madame Fournier s'est retirée, son visage déformé par la douleur et la peur. J'ai tourné la clé. Le moteur a craché, toussé, puis rugi, un son qui m'a semblé être le plus beau bruit du monde. J'ai roulé sans phare, guidé par le clair de lune se reflétant sur la neige immaculée. J'ai contourné le portail principal, sachant que le vieux garde, Monsieur Fournier, le mari de Madame Fournier, enfin, son nom était Miller à la base, mais bon, je ne me rappelle plus de tous les noms avec ce qui s'est passé ensuite, s'endormait toujours après 20 heures. J'ai traversé la clôture du périmètre par une section rouillée que j'avais repérée des mois auparavant pour des réparations qui n'avaient jamais eu lieu. Nous étions dehors, libres, aux yeux de la meute de la rivière d'Argent peut-être, mais la liberté dans ces étendues glacées est une blague cruelle. À 4 heures du matin, le blizzard s'était transformé en un brouillard blanc impénétrable. La route avait disparu, remplacée par des congères d'1 mètre de profondeur. Le chauffage du Ford Transit a gémi et s'est éteint. À 5 heures du matin, la fourgonnette a heurté une plaque de glace noire, a dérapé et s'est écrasée contre un pin. Le bruit du métal froissé a été assourdissant dans le silence des bois. Ma tête a heurté le volant. Le sang a commencé à couler dans mon œil. Vérifiez, vérifiez, les enfants, ai-je gémi, me débouclant. Miraculeusement, le rembourrage des couvertures et la faible vitesse les avaient épargnés. Il y avait des pleurs et des cris, mais pas d'os cassés. Mais la fourgonnette était morte. Le radiateur sifflait de la vapeur, un phare dans cette nuit noire pour quiconque nous traquait. Et quelqu'un nous traquait. Je suis sorti de la fourgonnette dans le vent mordant. J'ai reniflé l'air. Sous l'odeur du pain et de la glace, je l'ai senti. Le diesel et l'odeur de loup. Les hommes de main de Julien, ils étaient peut-être à 8 kilomètres derrière, utilisant des motoneiges. J'ai ouvert l'arrière de la fourgonnette. 19 visages terrifiés m'ont regardé. « D'accord, ai-je dit, ma voix craquant. Tout le monde dehors, il faut marcher. »« Je ne peux pas marcher, Marie, » a murmuré Théo, un petit garçon de 6 ans avec un pied beau. « Je sais, mon chéri, on va jouer à un jeu. » J'ai sorti une bâche en plastique ultra résistante que j'avais volée à l'atelier de maintenance. Je l'ai étalée sur la neige. J'ai empilé les couvertures par-dessus. Les grands au milieu, les bébés dans les manteaux des grands. Tout le monde se blottit. On va faire un train. J'ai placé les 19 enfants sur la bâche, les regroupant comme une portée de chiots. Puis j'ai pris la grosse corde de remorquage de la fourgonnette, je l'ai attachée aux œillets de la bâche et j'ai enroulé l'autre extrémité autour de ma taille. J'ai mué. Pas complètement. Je ne pouvais pas tenir la corde avec des pattes, mais j'ai poussé pour une mue partielle. Mes ongles se sont allongés en griffes pour une meilleure adhérence. Mes muscles ont gonflé, déchirant les coutures de mon uniforme. Mes yeux ont brillé d'un or défiant. J'étais une oméga. Je n'étais pas faite pour la puissance brute. J'étais faite pour l'endurance. Je me suis penché en avant, enfonçant mes bottes et mes griffes dans la terre gelée. La bâche, chargée de près de 320 kilos d'enfants et de fournitures, n'a pas bougé. « Bouge !» ai-je hurlé en moi-même à ma louve. « Bouge ou ils mourront !» J'ai poussé un rugissement, un son qui m'a déchiré la gorge, et j'ai tiré. La bâche a avancé d'un pouce, puis d'un autre, puis d'un pied. J'ai commencé à les traîner, pas après pas, une souffrance à chaque mouvement, et direction du nord, vers la chaîne de montagnes qui marquait la frontière de la couronne d'obsidienne. Pendant 6 heures, je les ai traînés, le vent me fouettant la peau, la corde brûlant une ligne sanglante dans ma taille. J'entendais les motoneiges se rapprocher, le gémissement aigu des moteurs résonnant sur les parois de la vallée. Un des bébés, le petit Arthur, est commencé à bleuir. Le froid s'infiltrait à travers les couvertures. « Ne dormez pas » ai-je crié au-dessus du vent.
Ma voix un aboiement rauque. Chantez tout le monde. Chantez l'hymne de la meute. Le vent a hurlé en retour, noyant leur petite voix tremblante. Mes jambes tremblaient, à bout de force. J'avais traversé le No Man's Land, la bande neutre entre les meutes. Devant moi s'étendait la forêt sombre, le territoire de l'Alpha-Roi. Un coup de feu a déchiré l'air. Une balle a sifflé à mon oreille, s'enfonçant dans un tronc d'arbre. Je me suis retourné. 3 motoneiges ont dévalé la colline derrière nous. À l'avant, Sophie, fusil de chasse levé, un sourire carnassier sur le visage. Fin de la course, nurse, a hurlé Sophie, sa voix portée par le vent. J'ai regardé les enfants. Ils étaient gelés, affamés et terrifiés. J'ai regardé devant. Les balises frontalières, des piliers d'obsidienne noire gravés de runes, n'étaient qu'à 50 mètres. « Accrochez-vous » ai-je hurlé aux enfants. Je me suis jeté en avant, sprintant avec chaque once de force qu'il me restait. La bâche a dérapé sur la glace. Bang! Une balle a déchiré mon mollet. J'ai hurlé, tombant face contre neige. La douleur était aveuglante. La neige est devenue rouge autour de ma jambe. Je l'ai eu, j'ai entendu Sophie rire. Les motoneiges ont vrombi, réduisant la distance. J'ai essayé de me lever, mais ma jambe a cédé. J'ai rampé, agrippant la corde avec mes mains, tirant les enfants pouce par pouce vers les piliers noirs. Juste un petit peu plus, les motoneiges se sont arrêtés à 3 mètres. Sophie a sauté, marchant vers moi. Elle a posé sa botte sur ma jambe ensanglantée et a appuyé. J'ai hurlé. « Pathétique !» a craché Sophie. « Tu pensais vraiment pouvoir voler notre propriété et la donner au roi d'Obsidienne? Il les mangerait, Marie. » Sophie a levé le fusil, le visant juste entre mes yeux. « Dis adieu, Oméga. » J'ai fermé les yeux, protégeant les enfants de mon corps. Mais le coup n'est jamais venu. À la place, un son a vibré à travers le sol. Un grognement grave, tonitruant, qui a fait trembler la neige sur les arbres. Ce n'était pas le grognement d'un loup normal. Ça sonnait comme si la terre elle-même s'ouvrait. Sophie s'est figée, la couleur de son visage s'évanouissant. De l'ombre de la forêt sombre, au-delà des piliers d'obsidienne, une silhouette a émergé. Il était massif, facilement 2,10 mètres, portant un manteau de fourrure noire qui semblait absorber la lumière. À côté de lui marchaient 2 loups de la terre de poney, leurs yeux brillants d'un rouge ardent. La silhouette a franchi la ligne de démarcation. Il a regardé Sophie, puis la femme saignante et la pile de 19 enfants gelés. Quand il a parlé, sa voix était comme des pierres qui s'écrasent. « Vous chassez sur mes terres. » C'était Mark Tremblay, l'Alpha-Roi. Sophie a baissé son arme, ses mains tremblantes. « Roi Mark, cette femme est une voleuse de la meute de la rivière d'Argent. Elle a volé notre bétail. Nous ne faisons que le récupérer. » Les yeux de Mark, noirs comme le vide, se sont tournés vers moi. Je l'ai regardé, le sang collant mes cheveux, ma main toujours agrippée à la corde attachée aux enfants. « Est-ce vrai? » a demandé Mark, sa voix dénuée d'émotion. « Avez-vous volé du bétail? » J'ai toussé, le sang éclaboussant la neige. J'ai regardé le roi dans les yeux, un acte de défi qui signifiait généralement la mort. « Ce ne sont pas du bétail, » ai-je craché, ma voix féroce. « Ce sont des enfants, et je ne les ai pas volés. Je les ai sauvés. » Mark a regardé la bâche. Une petite main vêtue d'une moufle faite d'une chaussette a dépassé. Le roi a de nouveau regardé Sophie. « Vous avez tiré sur une femme transportant des enfants. »« C'est une traîtresse !» a crié Sophie. « Donnez-la nous !» Mark a fait un pas en avant. La pression de son aura a forcé Sophie à tomber à genoux. Les autres hommes de main de la rivière d'Argent ont gémi, laissant tomber leurs armes. « La loi de la couronne d'obsidienne est simple, » a déclaré Mark. « Tout ce qui traverse ma frontière m'appartient. » Il a baissé les yeux vers moi. « Elle a traversé la ligne. Elle est à moi maintenant. Les enfants sont miens. »« Vous ne pouvez pas faire ça, »
a hurlé Sophie. Fuyez, a murmuré Mark, avant que je décide de vouloir vos motonnages aussi. Sophie s'est précipitée en arrière, terrifiée, signalant à ses hommes de se retirer. Ils se sont enfuis dans le brouillard blanc. Je les ai regardés partir, mon adrénaline s'estompant. L'obscurité a rampé au bord de ma vision. J'ai senti l'ombre du roi tomber sur moi. J'ai essayé de parler, de le supplier de ne pas faire de mal aux enfants, mais mon corps a cédé. La dernière chose que j'ai ressentie, ce sont des mains fortes et chaudes me soulevant de la neige et une voix grave murmurant « Mais comment diable ?» Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé à l'odeur de bois brûlé et d'antiseptique. Paniqué, j'ai agité la main instinctivement, cherchant la corde. « Doucement, Louve. Tu vas déchirer tes pointes de suture. » J'ai ouvert les yeux avec effort. Je n'étais pas dans un donjon. J'étais dans une immense pièce aux murs de pierre, allongée sur un lit qui semblait être un nuage. Un feu rugissait dans une cheminée assez grande pour rôtir un élan. Je me suis redressé d'un bond, ignorant la douleur lancinante dans ma jambe. Les enfants! Où sont les enfants? Assis dans un fauteuil en velours dans le coin se trouvait un homme. Il avait des pommettes saillantes, des cheveux noirs ébouriffés et des yeux qui suivaient chacun de mes mouvements. Il portait une chemise tactique gris foncé qui mettait en valeur sa poitrine. C'était l'Alpha Roi Mark. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a pris une gorgée d'un verre en cristal. « Ils sont bruyants, a-t-il dit simplement. Très bruyants. Sont-ils vivants? Ai-je exigé, balançant mes jambes hors du lit. Je portais un T-shirt doux, trop grand, qui n'était pas le mien. Ils sont nourris. Mon personnel de cuisine est en pleine panique pour trouver suffisamment de flocons d'avoine pour 19 bouches. » Mark a posé le verre. « Vous avez traîné 320 kilos sur 20 kilomètres à travers un blizzard avec une balle dans la jambe. J'étais obligé, ai-je dit, testant mon poids sur ma mauvaise jambe. Elle a tenu. J'ai besoin de les voir. Vous devez d'abord répondre à mes questions. » Mark s'est levé. Il a rempli la pièce de sa présence. Il était terrifiant de grandeur. La rivière d'argent affirme que vous les avez volés. Vous dites que vous les avez sauvés. Mes espions me disent que la rivière d'argent manque de ressources. Mais pourquoi une Oméga risquerait-elle la mort pour des enfants qui ne sont pas les siens? Parce qu'ils allaient les tuer, ai-je dit, ma voix tremblante de colère résiduelle. Julien, l'Alpha Lefebvre, il a ordonné un abattage. Il les appelait des rebuts. Il voulait économiser de l'argent. L'expression de Mark n'a pas changé, mais l'air dans la pièce est devenu lourd. Un abattage de chiots. Lisez l'ordre. J'ai pointé mon sac à dos déchiré sur le sol. J'ai gardé le papier. Mark s'est approché, a ramassé le papier taché de sang et l'a lu. Sa mâchoire s'est serrée. Le papier a froissé lorsque son poing s'est fermé. « Il a signé ça ?» a demandé Mark, sa voix dangereusement basse. Lui et sa maîtresse. Mark a jeté le papier dans le feu. Il l'a regardé brûler. « Vous avez pénétré illégalement sur mes terres, Marie Dubois, a-t-il dit, se tournant de nouveau vers moi. La sanction est la mort. J'ai dégluti. Alors tuez-moi, hein, mais laissez les enfants rester. Ils peuvent travailler, ils peuvent... Je ne vais pas vous tuer, m'a interrompu Mark. Il s'est rapproché, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. Il sentait le cèdre et la pluie, un parfum à la fois sauvage et réconfortant. Vous possédez une force que je n'ai pas vue chez mes propres guerriers d'élite. Un alpha se bat pour le pouvoir. Vous vous êtes battu pour la survie. Il y a une différence. Il a tendu son pouce rugueux, effleurant mon menton, relevant ma tête. Mais nous avons un problème, Marie. 19 chiots non documentés. C'est une petite meute. Et parmi eux, Mark a hésité, un regard étrange traversant son visage. Parmi eux, mes guérisseurs ont trouvé quelque chose d'intéressant lors des dépistages sanguins. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? L'un des garçons, a dit Mark, ses yeux cherchant les miens. Celui avec le pied beau. Théo, qu'y a-t-il avec lui?
Il a le marqueur royal dans le sang, a dit Mark. C'est le fils de mon frère, mon neveu, celui qui a été volé du berceau il y a 4 ans pendant les guerres frontalières. J'ai halté. Théo, mais il a été trouvé errant près de l'autoroute. Il semble que la rivière d'argent cachait plus que de simples coupes budgétaires, a grogné Mark. Vous ne m'avez pas seulement apporté des réfugiés, Marie. Vous m'avez apporté mon héritier. La porte de la pièce s'est ouverte en trombe. Un loup au regard harassé, coiffé d'un chapeau de chef, se tenait là. Votre Majesté, s'il vous plaît, les petits, ils ne veulent pas manger. Ils jettent les bols. Ils crient pour Maman Marie. Les gardes sont terrifiés par eux. Marc a regardé le chef, puis de nouveau moi. Pour la première fois, le coin de sa bouche a tressauté. Il semble, Marie, que vous n'êtes pas une prisonnière. Vous êtes l'otage de votre propre création. Il a fait un geste vers la porte. Allons-y. Ma cuisine est assiégée. À cet instant, j'ai réalisé que ma vie ne s'était pas terminée dans la neige. Elle était juste devenue infiniment plus compliquée. Je n'étais plus seulement une oméga rejetée. J'étais la gardienne de l'héritier du roi et la seule personne capable de contrôler 19 chiots loups traumatisés. Mener le chemin, ai-je soupiré. Mais en passant devant le roi, je n'ai pas vu la façon dont il me regardait. Il ne me regardait pas comme une nuisance. Il me regardait comme un homme qui avait soif de quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin. La meute de la couronne d'obsidienne était sur le point de changer, et la guerre avec la rivière d'argent n'était plus seulement une question de territoire. C'était personnel. Franchement, si vous croyez qu'un champ de bataille est chaotique, essayez de gérer le petit déjeuner de 19 chiots-loups qui n'ont jamais vu de buffet de leur vie. La grande salle de la couronne d'obsidienne avait été conçue pour les conseils de guerre et les festins diplomatiques. Elle avait des sols en pierre qui résonnaient des pas, des bourreaux et des plafonds voûtés ornés de tapisseries représentant de grandes chasses. Elle n'était pas conçue pour les batailles de flocons d'avoine. Ça faisait 3 jours depuis le sauvetage. Les Dix-Neuf gelés, comme le personnel du château les appelait en chuchotant, se remettaient. Mais la remise en forme pour des enfants loups signifiait une énergie illimitée. Je me tenais au centre de la salle, un sifflet emprunté au sergent instructeur autour de mon cou. Je portais des vêtements fournis par la gouvernante du château, un pantalon cargo noir et un pull bordeaux ajusté. Je ressemblais moins à une oméga rejetée qu'à une commandante tactique. « Arthur, pose cette cuillère », ai-je ordonné, ma voix coupant le brouhaha sans hurler. « Théo, mange tes protéines ou ta jambe ne guérira pas. » Les jumeaux, si vous mutez à table, pas de dessert. La pièce s'est tue instantanément. Les jumeaux qui étaient en train de se transformer en chiots duveteux sont revenus à leur forme humaine, l'air penaud. Observant depuis le balcon au-dessus, se trouvaient le roi Marc et son bêta, un géant cicatrisé nommé Pierre. Je l'ai vu diriger cette pièce mieux que vous ne dirigez les légions, a grogné Pierre, croisant les bras. Le personnel est terrifié par elle. Le chef cuisinier lui a même demandé la permission de changer le menu. Marc n'a pas ri. Il serrait la balustrade, ses yeux fixés sur moi. Pendant 3 jours, il m'avait observé. Je dormais 4 heures par nuit. Je changeais des bandages, calmais des cauchemars et interrompais des bagarres. Je n'avais rien demandé pour moi-même. Pas un bijou, pas une meilleure chambre, pas même un merci. « Elle a été rejetée ?» a demandé Marc, sa voix basse. « Selon les rapports, oui », a acquiescé Pierre. L'Alpha Lefebvre prétendait qu'elle était trop faible, soumise, un gâchis de ressources. La lèvre de Marc s'est retroussée de dégoût. Lefebvre est un imbécile. Cette femme est faite d'acier. En bas, les lourdes portes en chêne ont gémi en s'ouvrant. La pièce est devenue silencieuse pour de mauvaises raisons. Un groupe de 5 louves de haut rang est entré. C'étaient des mondaines de la meute, des aristocrates de la couronne d'obsidienne. À leur tête, Camille, la fille d'un riche membre du conseil. Elle était belle, vêtue de soie qui coûtait plus que mes revenus de toute une vie,
et elle regardait les enfants comme s'ils étaient des cafards. Camille s'est approchée de moi, plissant le nez. « Alors, vous êtes la vagabonde ?» a-t-elle ricané, sa voix résonnant dans la salle. Le roi est trop poli pour le dire, mais vous transformez son domaine ancestral en chenil. Ces choses sentent le chien mouillé et la misère. Je me suis raidi. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et je me suis tourné pour faire face à Camille. J'étais 15 centimètres plus petite que l'aristocrate, mais je n'ai pas scellé. Ces choses, ai-je dit calmement, sont des enfants et ils sentent de la survie. Je ne m'attendrai pas à ce que vous connaissiez cette odeur, Camille. Ça sent le travail. Camille s'est hérissée. Excusez-moi, je suis la fille de... Je me fiche de qui vous êtes, l'ai-je interrompu, m'avançant dans son espace personnel. Ma louve Oméga, d'habitude timide, était hérissée d'instinct protecteur. Vous faites peur aux enfants de 3 ans. Sortez. Camille a ri d'un rire cruel et aigu. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Vous n'avez aucun rang. Vous êtes une Oméga rejetée, une moins que rien. Je pourrais vous écraser d'une seule main. Les yeux de Camille ont clignoté en orange. Elle a levé une main, ses griffes s'étendant, visant à me repousser. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas braced pour l'impact, mais le coup n'est jamais tombé. Un flou noir a sauté par-dessus la balustrade du balcon, tombant de 6 mètres sur le sol de pierre avec un lourd bruit sourd qui a fait trembler l'argenterie. Marc s'est relevé d'une position accroupie entre moi et Camille. Il n'a pas rugi. Il n'en avait pas besoin. La seule pression de son aura d'alpha a percuté la pièce comme un poids physique. Chaque loup dans la pièce, sauf moi, a baissé le menton sur la poitrine. Camille a haleté, tombant à genoux, tremblante. « Mon roi, je... » Elle a manqué de respect, a-t-elle réussi à bafouiller. « Elle est mon invitée, » a dit Marc, sa voix, un grondement grave qui a vibré dans ma poitrine. « Et vous venez de lever une griffe contre la femme qui a sauvé mon neveu. » La salle est devenue d'un silence de mort. La révélation concernant Théo avait été tenue secrète. Marc s'est tourné pour me regarder. Il m'a examiné rapidement du regard pour d'éventuelles blessures, puis s'est de nouveau tourné vers Camille. « Sortez, » a dit Marc doucement, « et si jamais vous lui parlez avec moins de respect que celui dû à une guerrière de haut rang, vous serez exilé. » Camille s'est relevée et s'est enfuie, son entourage la suivant de près. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. J'ai levé les yeux vers Marc. Il me dominait, ses yeux sombres intenses. « Merci, » ai-je murmuré, mais je gérais la situation. « Je sais que oui, » a murmuré Marc. « C'est ce qui m'effraie. » Il a tendu la main, rangeant une mèche de cheveux rebelle derrière mon oreille. Ses doigts se sont attardés sur ma mâchoire. Le contact a envoyé une décharge d'électricité à travers moi, si puissante que j'ai presque laissé tomber mon sifflet. « J'ai une réunion avec le conseil concernant le statut légal des enfants, » a dit Marc, reculant à contre-cœur. « Je veux que vous soyez là. »« Marie, je suis juste une infirmière. »« Non, » a dit Marc, se tournant pour partir. « Vous êtes le seul témoin des crimes de la rivière d'argent. Et Marie, portez quelque chose de noir. Cela les intimide. » Pendant qu'il s'éloignait, j'ai touché ma joue où sa main avait été. Ma louve faisait des cabrioles, mais mon esprit s'emballait. Marc me défendait, mais Julien ne laisserait pas cela passer. L'alpha de la rivière d'argent traitait les gens comme des biens, et il venait de perdre 19 pièces d'inventaire. Il allait venir. Je le sentais dans mes os. La paix n'a duré exactement 48 heures. Elle a été brisée non pas par une invasion, mais par un coursier en costume gris impeccable conduisant une berline noire. Il est arrivé aux portes de la couronne d'obsidienne à l'aube, portant une mallette menottée à son poignet. J'étais à l'infirmerie, vérifiant le pied de Théo, quand Pierre est venu me chercher. « Salle de guerre, maintenant, » a dit Pierre, son visage sombre. Je l'ai suivi à travers les couloirs sinueux en pierre. Quand je suis entré dans la salle de guerre, la tension était à couper au couteau. Marc était assis au bout d'une immense table d'obsidienne.
Sur les côtés étaient assis ses 12 conseillers, généraux, avocats et anciens. Au centre de la table gisait un seul document sur du papier épais de couleur crème. Il portait le sceau de cire du haut tribunal des loups. « Asseyez-vous » a commandé Mark, hochant doucement la tête vers la chaise vide à sa droite. Les conseillers ont murmuré, une oméga assise à la droite du roi. C'était inouï, mais un seul regard de Mark les a fait taire. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, regardant le document. « Une assignation » a dit Mark, sa mâchoire serrée, « et un ordre de récupération. » Il a fait glisser le papier vers moi. J'ai lu le jargon juridique, mon estomac se tordant. Plaintif, Alpha Julien Lefebvre, meute de la Rivière d'Argent. Défendeur, Roi Marc Tremblay, meute de la Couronne d'Obsidienne. Revendication, enlèvement illégal de mineurs de la meute. Vol de ressources de la meute. Une fourgonnette Ford Transit, violation de l'article 12 du traité frontalier. Il vous poursuit en justice? Ai-je demandé, incrédule. Il a essayé de les tuer. Il prétend, un avocat aux lunettes à monture métallique a pris la parole, que l'ordre d'abattage était un faux créé par vous. Il prétend que vous avez subi une crise psychotique après votre rejet, kidnappé les enfants et fui. Il se peint comme l'alpha en deuil essayant de récupérer ses chiots perdus. C'est un mensonge. J'ai claqué ma main sur la table. J'ai l'ordre original. J'ai vu Sophie le signer. L'ordre que vous avez apporté a été brûlé, m'a rappelé Mark doucement. C'est votre parole contre celle d'un alpha. Aux yeux du tribunal, sans preuve matérielle, les enfants appartiennent à la meute de leur naissance. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé, le cœur serré. Cela signifie, Mark s'est levé faisant les 100 pas dans la pièce, que nous avons été convoqués pour une audience en terrain neutre demain soir à l'hôtel L'Aurore en ville. Julien sera là. Le justicier suprême sera là. Il s'est arrêté et m'a regardé. Si nous perdons, les exécuteurs ramèneront les enfants à la Rivière d'Argent immédiatement. Et vous? Vous serez livrés à Julien pour être jugé en tant que traîtresse. La pièce a tourné. Revenir signifiait la mort. Pire encore, cela signifiait que les enfants mourraient. Je ne les laisserai pas les prendre, ai-je murmuré. Moi non plus, a juré Mark. Mais nous ne pouvons pas déclencher une guerre à ce sujet sans la sanction du tribunal. Si j'attaque la Rivière d'Argent maintenant, les 6 autres royaumes se retourneront contre moi. Nous devons gagner cela légalement. Comment? Ai-je demandé. S'il a détruit les preuves de son côté, il faut qu'il l'admette. Il faut le piéger, a dit Mark. Julien est arrogant, ai-je dit, mon esprit travaillant vite. Mais il n'est stupide. Il n'avouera pas un crime devant un juge. Pas devant un juge. Les yeux de Mark ont brillé d'un plan dangereux, mais peut-être devant la femme qu'il pense posséder. Mark s'est penché sur la table. Vous le connaissez, Marie. Vous connaissez ses déclencheurs. Vous connaissez son ego. Il déteste être ignoré. Il déteste perdre le contrôle, ai-je dit. Exactement. Mark a souri d'un sourire sauvage et prédateur. Demain soir, nous n'entrerons pas là en tant que roi et réfugiés. Nous entrerons en couple. J'ai cligné des yeux. Quoi? La loi du tribunal stipule qu'une paire liée partage la responsabilité légale, a expliqué Mark. Si je vous revendique comme ma compagne, ma Luna choisie, alors, selon les anciennes lois, vos actions sont mes actions. Ils ne peuvent pas vous extrader sans me déclarer la guerre. Mais nous ne sommes pas compagnons, ai-je balbutié, mon visage rougissant. Julien ne le sait pas, a dit Mark. Nous entrons là-bas, nous faisons un spectacle. Nous le rendons si jaloux, si en colère qu'il perd son sang-froid et se trompe. Nous le faisons admettre que l'abattage était réel. Vous voulez que je fasse semblant d'être la reine de la couronne d'obsidienne? Ai-je demandé. Mark, je suis une infirmière de la campagne. Je ne sais pas comment être une reine. Mark a contourné la table. Il a pris ma main, me tirant sur mes pieds. Il m'a regardé, ses yeux s'adoucissant.
Vous avez conduit 19 enfants à travers l'enfer et les avez gardés en vie, a-t-il dit. Vous avez tenu tête à Camille et son scié. Vous êtes plus reine que n'importe quelle femme née dans un palais. Il a porté mes jointures à ses lèvres, les embrassant légèrement. Faites-moi confiance, Marie. Demain soir, nous allons le briser. À cet instant précis, debout dans la salle de bal d'Annecy, il me fixait, Julien, comme si j'étais un fantôme. Son visage était d'une pâleur cadavérique sous sa couleur cramoisie, et Marc, à mes côtés, rayonnait d'une puissance silencieuse qui m'enveloppait comme une cape protectrice, même si, au fond, je me sentais une impostrice dans cette robe somptueuse et ce collier d'obsidienne, si lourd autour de mon cou. Le grand justicier suprême, un loup très ancien aux yeux blancs et aux traits émaciés, nous observait par-dessus ses notes, d'une impartialité glaciale. Le protocole était en place, mais l'atmosphère était électrique, presque irrespirable. Et cette scène, c'était digne d'un mauvais téléfilm, honnêtement. L'alpha déchu face à l'oméga qui l'a rejeté, maintenant drapé dans la soie et l'aura d'un autre roi. Si on m'avait dit ça quelques semaines avant, j'aurais ri. Je veux dire, on parle d'un type, Julien, qui considérait des enfants comme des numéros sur un bilan. Et là, moi, l'infirmière qui change les couches et pose des perfusions, j'étais censé jouer la grande dame qui le mettait à genoux. C'est le genre de scénario où tu te dis que les écrivains ont un peu trop forcé sur le fantastique. Mais non, c'était ma vie. Le genre de vie où le ridicule et le danger dansent main dans la main. L'hôtel L'Aurore, le lendemain, 20 heures. Le terrain neutre était un hôtel de luxe du centre-ville d'Annecy. La salle de bal avait été préparée. Au centre était assis le justicier suprême, un loup ancien aux yeux blancs et 3 scribes. Sur le côté gauche de la pièce se tenait la délégation de la Rivière d'Argent. Julien Lefebvre avait l'air impeccable dans un costume noir sur mesure. Sophie se tenait à ses côtés, portant une robe rouge moulante, un sourire narquois sur le visage. Derrière eux se trouvaient 4 grands hommes de main. Quand les portes se sont ouvertes pour la délégation de la couronne d'obsidienne, Julien a redressé sa cravate, s'attendant à voir une Marie terrifiée, menottée. Il n'était pas prêt pour ce qui a franchi la porte. Je portais une robe de velours bleu nuit qui épousait chacune de mes courbes avec une fente qui montait jusqu'à ma cuisse. Mes cheveux, d'habitude attachés en chignon désordonné, cascadaient en vagues sur mon dos. Autour de mon cou se trouvait le pendentif d'obsidienne, un artefact inestimable porté uniquement par les reines du Nord. Mais c'est la façon dont je marchais qui l'a stupéfié. Ma tête était haute. Ma main reposait avec possessivité sur le bras de l'Alpha-Roi. Marc marchait à mes côtés dans un smoking rayonnant de puissance. Il s'est penché et m'a murmuré quelque chose à l'oreille, me faisant rire un rire authentique, rauque, que Julien n'avait jamais entendu de ma part. Le visage de Julien est devenu violet. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il grogné, s'avançant, oubliant tout protocole. « Pourquoi la prisonnière porte-t-elle des bijoux ?» Marc s'est arrêté. Il a regardé Julien avec un amusement ennuyé. « Prisonnière, je crois que vous êtes confus, Lefebvre. Je vous présente ma fiancée. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Même le justicier suprême a levé les yeux de ses notes. « Fiancée » a hurlé Sophie. « C'est une oméga rejetée. C'est une ordure. » Attention, la voix de Marc a baissé d'une octave, la température dans la pièce chutant. « Insultez de nouveau ma future femme et je vous arracherai la langue ici même. Terrain neutre ou non. » J'ai regardé Julien. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai croisé son regard. « Bonjour, Julien, » ai-je dit froidement. « Vous avez l'air fatigué. Être un meurtrier doit être épuisant. » « Je n'ai tué personne, » a hurlé Julien, son contrôle s'effilochant instantanément. « Je gérais ma meute. Vous avez volé ma propriété. » « Les enfants ne sont pas une propriété, » a dit le justicier, sa voix sèche comme du parchemin. « Alpha Lefebvre, vous avez déclaré dans votre déposition que les enfants étaient des membres aimés de la meute.
enlevé pendant la nuit. Il l'était, a menti Julien, transpirant légèrement. Nous préparions un festin pour eux. Un festin? J'ai levé un sourcil. Est-ce pour cela que vous avez coupé le chauffage de l'orphelinat 3 jours avant mon départ, pour les préparer au festin? A bégayé Julien. Est-ce pour cela que vous avez signé l'ordre autorisant l'utilisation de l'injection létale? Ai-je insisté, m'avançant. Je sentais son agitation. Il sentait la peur et une eau de Cologne bon marché. Je me souviens du code, Julien, ordre 66B, terminaison des ressources. C'était un hiver difficile, a claqué Julien. Nous devions faire des choix. Donc, vous admettez qu'un choix a été fait pour mettre fin à des vies, a interjeté Mark avec fluidité, le piégeant. J'admets que je suis l'alpha, a rugi Julien, ses yeux clignotant en rouge. Et j'ai le droit d'éliminer les faibles de ma propre meute. C'est mon droit. Ces rebuts étaient inutiles. Ils mangeaient de la nourriture dont mes guerriers avaient besoin. Silence. Un silence absolu. Les scribes écrivaient frénétiquement. Le justicier a posé sa plume. Julien s'est figé. Il a réalisé ce qu'il venait de hurler. Je voulais dire... Vous vouliez dire que vous avez ordonné la mort de 19 enfants parce qu'ils étaient inutiles, a dit le justicier, se levant. Admission notée. Marc a souri. C'était un sourire terrifiant. Motion de rejet de la plainte d'enlèvement, a dit Marc. Madame Dubois a agi en vertu de la clause du bon samaritain et du grand traité protégeant les mineurs d'une menace létale immédiate. Motion accordée. Le justicier a frappé de son marteau. Les enfants restent sous la garde de la couronne d'obsidienne, en attendant une enquête complète sur la direction de la rivière d'argent. Julien semblait sur le point de vomir. Sophie était pâle. « Vous ne pouvez pas faire ça, » a sifflé Julien me regardant. « Vous m'appartenez, le lien. Je vous ai rejeté, mais je ne l'ai pas rompu. Vous êtes toujours mienne. » Il a bondi. Ça s'est passé au ralenti. Julien, poussé par l'humiliation et la folie, a essayé de saisir mon bras pour me traîner loin. Il ne m'a jamais touché. Marc a bougé plus vite que l'œil. Une main a attrapé la gorge de Julien, le soulevant de 30 centimètres du sol. « Touche-la », a murmuré Marc au visage suffocant de Julien. « Et je réduirai la rivière d'argent en cendres et je salerai la terre. » Il a jeté Julien en arrière. L'alpha s'est écrasé sur une table d'hors-d'œuvre, la vaisselle brisée autour de lui. « Nous en avons fini ici, » a dit Marc, ajustant ses poignettes de chemise. Il m'a offert son bras. « Rentrons à la maison, mon amour. » J'ai pris son bras, mon cœur martelant mes côtes. Nous sommes sortis de la salle de bal, laissant un Julien Lefebvre humilié dans les décombres de son propre ego. Mais en arrivant à l'ascenseur, l'adrénaline s'est estompée et une nouvelle réalité s'est installée. Marc n'avait pas lâché ma main, et la façon dont il m'avait appelé mon amour à l'intérieur de la salle, ça n'avait pas semblé être un jeu d'acteur. « Tu as été incroyable », a dit Marc doucement, alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. « Nous avons gagné », ai-je respiré, m'appuyant contre le mur. « Ils sont en sécurité pour l'instant », a dit Marc. Son visage est devenu sérieux. « Mais Julien est acculé. Un loup acculé est dangereux. Il n'attaquera pas avec des avocats la prochaine fois. Il l'attaquera avec du sang. Alors nous serons prêts, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma propre confiance. Marc m'a regardé, ses yeux sombres cherchant les miens. « Marie, tout à l'heure, quand j'ai dit que tu étais ma fiancée, je sais, ai-je interrompu rapidement, baissant les yeux. C'était une tactique, une bonne stratégie. »« Non, » a dit Marc. Il s'est rapproché, me piégeant contre la paroi de l'ascenseur. Il ne me touchait pas, mais sa chaleur m'enveloppait. Ça a commencé comme une tactique, mais quand je t'ai vu porter le pendentif de ma famille, quand je t'ai vu le détruire avec juste tes mots, il s'est penché, ses lèvres effleurant mon oreille. J'ai réalisé que je ne faisais pas semblant. Ding! Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall. Marc a reculé, son masque de calme de retour.
Viens, la voiture nous attend. Je l'ai suivi, mes jambes tremblantes davantage maintenant que devant le justicier suprême. La guerre avec la rivière d'argent ne faisait que commencer, mais la guerre pour mon cœur, elle, était déjà perdue. La neige n'a pas cessé de tomber pendant 3 semaines. La couronne d'obsidienne était ensevelie sous 1,80 m de poudreuse, coupant de fait le château du reste du monde. C'était le temps parfait pour un siège, à condition d'être assez fou pour attaquer l'Alpha-Roi sur sa propre montagne. Julien Lefebvre était exactement aussi fou que ça. C'était la veille de Noël, exactement 1 mois après que j'ai traîné le traîneau sur la glace. Le château était en liesse. La grande salle était décorée de houx et de clochettes argentées. Les 19 enfants, maintenant en bonne santé et prenant du poids, couraient partout, chassant pierre autour du sapin de Noël. J'étais assise près du feu, regardant Théo essayer d'apprendre à Marc comment déballer un cadeau sans le déchirer. C'était domestique, c'était paisible, c'était un mensonge. Je l'ai senti la première. Pas une odeur, mais une vibration, un tremblement dans les planchers. Marc, ai-je chuchoté. La tête de Marc s'est redressée d'un coup, ses yeux dilatés. Les capteurs du périmètre venaient de s'éteindre. Avant que quiconque ne puisse bouger, le vitrail au-dessus de la salle s'est brisé. Des cordes sont tombées du plafond. Des silhouettes sombres en camouflage tactique blanc ont dévalé, s'écrasant sur les tables de banquet. « Protégez les chiots !» ai-je hurlé, plongeant par-dessus la table basse pour protéger Théo et les jumeaux. Le chaos a éclaté. Les gardes d'obsidienne ont mué instantanément, entrant en collision avec les intrus. Ce n'étaient pas seulement des guerriers de la rivière d'argent. C'étaient des mercenaires. Des loups solitaires payés dans le sang. Marc a rugi, se transformant en son loup noir massif en plein air, déchirant la gorge d'un mercenaire qui visait les enfants avec une arme. « Emmène-les à la salle de sécurité », alliait Marc dans mon esprit. Sa voix était un coup de tonnerre dans ma tête. « Vas-y. » J'ai attrapé Théo et un bambin nommé Samuel. « Tout le monde me suit maintenant. Courez !» J'ai rassemblé les 19 enfants terrifiés vers l'entrée de service de la cuisine, le seul chemin vers le bunker souterrain. Derrière moi, les bruits d'os qui claquent et de coups de feu remplissaient la salle. Nous sommes arrivés à la cuisine, mais la sortie était bloquée. Là, tenant un couteau de chasse dentelé, se tenait Sophie. Derrière elle se trouvaient 2 loups solitaires massifs. « Vous allez quelque part, nounou ?» et ricanait Sophie. Sa robe rouge avait disparu, remplacée par un équipement de combat. J'ai poussé les enfants derrière la lourde table de préparation en acier. J'ai scanné la pièce. Couteau, casserole, rien qui puisse arrêter 2 loups et une tueuse entraînée. « Où est Julien ?» ai-je exigé, reculant lentement. « Occupé à retenir ton petit ami ?» a ri Sophie, s'avançant. « Julien ne veut pas récupérer les morveux, Marie. Il a réalisé que c'était une responsabilité. Il m'a envoyé nettoyer le désordre. » Sophie a fait signe aux loups solitaires. « Tuez les enfants. Laissez l'oméga pour moi. Je veux la découper lentement. » Les 2 loups solitaires ont bondi. J'ai crié, mais pas de peur. Une chaleur soudaine et brûlante a explosé dans ma poitrine. Elle a commencé dans ma moelle et a brûlé à travers mes veines comme du feu liquide. C'était la même chaleur que j'avais ressentie sur la glace, mais 1000 fois plus forte. Pendant des années, le médecin de la meute de la rivière d'argent m'avait donné des vitamines pour mon anémie. Pendant des années, je m'étais sentie faible, soumise, petite. Mais je n'avais pas pris ces pilules depuis 30 jours. Les suppresseurs étaient hors de mon système. Et Marie Dubois n'était pas une oméga. Alors que le premier loup solitaire bondissait par-dessus la table, les crocs découverts vers le petit Théo, je n'ai pas reculé. J'ai poussé. Je n'ai pas mué en la petite louve rousse que j'étais autrefois. Le bruit de mes os se réarrangeant a été comme un coup de fusil. J'ai grandi et grandi et grandi. La fourrure a jailli de ma peau, pas brune mais d'un blanc éclatant, aveuglant. Mes épaules se sont élargies, mes griffes se sont allongées en faux. Quand j'ai atterri sur 4 pattes,
Je me tenais presque aussi grande que Marc. J'étais une gardienne du Nord blanc, une lignée ancienne rare que l'on croyait éteindre, élevée uniquement pour la protection de la royauté. Le loup solitaire a hésité en plein air, confus par l'apparition soudaine d'un prédateur dominant. Je n'ai pas hésité. J'ai refermé mes mâchoires autour du cou du loup. Le craquement a été d'une finalité écœurante. J'ai projeté la bête de 150 kilos à travers la cuisine comme une poupée de chiffon. Le second loup solitaire a gémi et a essayé de reculer, mais j'étais sur lui. Un seul coup de patte lui a brisé les côtes et l'a envoyé s'écraser contre les cuisinières industrielles. Sophie est restée figée, le couteau tremblant dans sa main. Elle a levé les yeux vers l'énorme loup blanc, ses yeux écarquillés de terreur. « Quoi? Qu'est-ce que tu es? » est murmuré Sophie. J'ai grogné, un son qui a fait vibrer les casseroles suspendues au plafond. J'ai fait un pas vers Sophie, montrant des crocs tachés du sang du loup solitaire. Sophie a laissé tomber le couteau et a reculé, trébuchant sur ses propres pieds. « Marie, s'il te plaît, je ne faisais que suivre les ordres. Julien m'a forcé. » Je n'ai pas attaqué. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement laissé échapper un grognement grave et vibrant qui promettait la mort si Sophie bougeait de nouveau. La porte de la grande salle s'est ouverte en trombe. Marc se tenait là, couvert de sang, haletant. Il a scanné la pièce à la recherche de la menace. Il a vu les loups solitaires morts. Il a vu Sophie recroquevillée. Et puis il a vu le loup blanc se tenir en garde au-dessus des enfants silencieux et choqués. Marc est revenu à sa forme humaine, ignorant sa nudité, ses yeux fixés sur le loup blanc. « Marie » a-t-il soufflé. J'ai soufflé, l'adrénaline s'estompant. J'ai reculé, permettant à la mue de m'envahir, revenant à ma forme humaine. Je me suis effondré sur le carrelage froid, nu et frissonnant, l'épuisement me frappant d'un seul coup. Marc était là en un battement de cœur, m'enveloppant de son manteau, me serrant contre sa poitrine. « Tu es une gardienne » a-t-il murmuré dans mes cheveux me berçant. « Mon Dieu, Lefebvre t'a drogué. Il t'a supprimé parce qu'il savait que tu étais plus forte que lui. » J'ai levé les yeux, les paupières lourdes. « Est-ce qu'il est mort, Julien? » « Non. » Le visage de Marc s'est durci. Il s'est échappé quand il a senti ta mue. Il court vers les falaises. J'ai essayé de me lever. Nous devons en finir. Je vais en finir, a dit Marc. Non. J'ai attrapé son bras. Mes yeux brillaient d'or. Nous le faisons ensemble. La tempête dehors s'était intensifiée. La visibilité était nulle. Mais les loups n'ont pas besoin de voir pour chasser. Julien Lefebvre trébuchait dans les congères près de la crête nord. Il saignait d'une entaille au flanc et son costume coûteux était gelé et rigide. Il était terrifié. Il avait senti le déferlement de pouvoir depuis le château, la signature indubitable d'un loup gardien. Il savait que ma grand-mère venait du Nord, mais il pensait que le gène avait disparu. Il m'avait gardé sous sédatif depuis mes 16 ans, me disant que j'étais malade, me disant que j'étais faible. Il avait créé une cage de mensonges, et maintenant la bête s'était échappée. Julien. La voix s'est portée sur le vent. Julien s'est retourné, sortant d'un pistolet plaqué argent de son étui. Émergeant du brouillard blanc se trouvaient 2 silhouettes. Marc, sombre et imposant comme la mort elle-même, et moi enveloppé dans un manteau de fourrure, marchant avec la grâce d'une prédatrice. « Restez en arrière !» a hurlé Julien, visant son arme. « Je lui tirerai dessus, je jure. »« Tu peux essayer, » a dit Marc calmement, continuant à marcher. « Pourquoi, Julien ?» ai-je demandé, ma voix stable. « Pourquoi les mensonges? Pourquoi l'abattage? » « À cause du pouvoir. » Julien a craché, reculant vers le bord de la falaise. Tout est question de ressources. J'avais besoin d'une meute forte pour survivre à l'économie. Je ne pouvais pas me permettre des poids de mort. Et toi? Je ne pouvais pas avoir une femme qui était plus forte que moi. C'est contre nature. La faiblesse, c'est de craindre la force chez les autres, ai-je dit. Tu n'es pas un alpha, Julien.
Tu es un lâche avec un titre. Julien a grogné et a appuyé sur la gâchette. Bang! Je n'ai pas scié. J'ai esquivé la balle avec une vitesse surnaturelle, les instincts de gardienne hurlant dans mes veines. Avant que Julien ne puisse tirer de nouveau, Marc a bougé, mais il n'a pas attaqué. Il s'est simplement arrêté, bloquant le chemin de Julien vers la terre, le piégeant contre le précipice de la falaise. « Tu as deux choix, Lefebvre, » a dit Marc. « Te rendre et faire face au tribunal pour trahison et tentative de régicide, ou... » Il a fait un geste vers l'abîme derrière Julien. Julien a regardé la chute. C'était 1000 pieds jusqu'à la rivière gelée. Il m'a regardé, moi, la femme qu'il avait rejetée, la femme qui le regardait maintenant, non pas avec haine, mais avec pitié. Cette pitié l'a brisé. « Je suis l'alpha !» a hurlé Julien. Il a levé l'arme vers sa propre tempe. « Non !» ai-je crié, m'élançant en avant. Mais le pied de Julien a glissé sur la glace. Son poids a basculé. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'il réalisait son erreur. Il a agité l'arme, tirant sans danger dans le ciel, et il a basculé en arrière. Il n'y a eu aucun cri, juste le bruit du vent, et puis plus rien. Je me suis tenu au bord, regardant dans l'obscurité blanche tourbillonnante. Le vent me fouettait les cheveux sur le visage. C'était fini. Le cauchemar de la rivière d'argent avait disparu. J'ai senti la main de Marc sur mon épaule. Il m'a fait tourner. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas, » ai-je admis. Je me sens différente, comme si je m'éveillais enfin. Marc a pris mon visage entre ses mains, la neige accrochée à ses ficelles. « Tu es la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue. » Il est tombé à genoux dans la neige. J'ai haleté. « Marc, la neige est gelée. Lève-toi. » « Pas encore, » a dit Marc, fouillant dans sa poche. Il a sorti une bague, pas un diamant, mais un anneau d'obsidienne noire incrusté d'une veine d'or blanc brut. Cette bague a appartenu à la première reine de la couronne d'obsidienne. La légende dit qu'elle ne peut être portée que par une femme qui a traversé la mort et en est revenue. Il a levé les yeux vers moi, son expression complètement ouverte. « Je ne veux pas d'alliance politique, Mary. Je ne veux pas de fausses fiancées pour piéger un tribunal. Je te veux, toi. Je veux l'infirmière qui sauve les rebuts. Je veux la guerrière qui traîne les traîneaux. Je veux la gardienne qui protège ma maison. » Marc, des larmes ont piqué mes yeux, gelant sur mes joues. « Marie Dubois ?» a demandé Marc, sa voix rauque d'émotion. « Veux-tu être ma compagne, ma Luna, ma reine? » J'ai regardé l'homme qui m'avait offert un abri alors que je n'étais rien. J'ai regardé vers le château où 19 enfants m'attendaient. J'ai regardé la bague. « Oui », ai-je murmuré. Puis plus fort, « oui, ah », a été. Marc s'est levé et a glissé la bague à mon doigt. Elle allait parfaitement. Il m'a attiré contre lui, m'embrassant avec une férocité qui a fait fondre la neige autour de nous. Alors que nous nous embrassions, un hurlement s'est élevé du château. C'était Pierre. Puis un autre hurlement. Le jappement maladroit du chiot Théo. Puis 19 petits hurlements ont rejoint un chœur de mal-aimés, appelant leurs parents à la maison. Marc a rompu le baiser, posant son front contre le mien. « Rentrons à la maison », a-t-il dit. « Les enfants attendent les histoires du soir. Je pense que ce soir... » J'ai souri regardant le reflet lumineux de ma louve blanche dans ses yeux. « Nous allons sauter les contes de fées. Je pense que ce soir, nous allons leur raconter une vraie histoire. » « De quoi? »« D'un traîneau, ai-je dit, prenant sa main, et des 19 battements de cœur qui ont sauvé un royaume. Nous sommes retournés vers les lumières de la couronne d'obsidienne, laissant l'obscurité du passé enfouie sous la neige pour toujours. C'était ça, ma vie, complexe, douloureuse, parfois sublime. Est-ce que tout ça en valait la peine? Tous les sacrifices, les risques, la peur? J'en sais rien, pour être honnête. Chaque jour est une bataille, même quand la guerre est finie. Marc et moi, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est notre histoire, à nous. Et ça vaut tout l'or du monde.
Qu'en pensez-vous? Vous auriez fait les mêmes choses.